Rebonjour à tous, à toutes et tous. Merci d'être là ce matin. Mesdames et messieurs les représentants des institutions, monsieur le président du Sénat coutumier, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les représentants des collectivités, des institutions, des acteurs de formation, des entreprises, les associations et notamment les associations de jeunes, merci à toutes et tous d'être présents ce matin. Parce que je pense que c'est essentiel. J'ai souhaité que la présentation de la mission soit la plus courte possible ce matin, puisqu'elle s'est terminée hier soir. Aurélien a juste le temps de compiler tout ça, condenser tout ça cette nuit pour pouvoir nous faire une première présentation ce matin. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette présentation qui soit une base de discussion, mais ce qui me paraît pour moi essentiel, c'est l'échange qu'il va y avoir après, puisqu'après la restitution et les échanges, on va se donner jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin décembre, pour compiler et en tout cas formaliser les propositions définitives, même si quelques orientations, préconisations vont déjà se faire ce matin, ça va permettre de lancer les débats et les discussions. Donc voilà, comme vous le savez, depuis que j'ai pris le portefeuille, en tout cas pour ma part, c'est mon tout premier mandat politique, je fais partie de ce 18e gouvernement qui a été installé en janvier. Comme vous avez pu le constater, j'avais lancé une feuille de route pour chacun des secteurs dont j'ai la charge et dans la recherche, dans la formation professionnelle. Pour la formation professionnelle, j'avais dit qu'il était important qu'on repense totalement la formation professionnelle, mais au-delà de la formation professionnelle, je pose le sujet de la jeunesse dans son ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir intégrer à la fois la formation professionnelle, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on pourra faire toutes les politiques de formation professionnelle qu'on veut. On a aussi à se soucier de la formation initiale, parce que si aujourd'hui on a autant de jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune formation et très éloignés de l'emploi, ça va être très compliqué d'organiser derrière tout ce qu'on veut comme politique de formation professionnelle si on n'essaye pas de réduire un peu plus haut le débit ou arrêter le robinet, sinon ça va être très très compliqué. Aujourd'hui, j'avais annoncé que je voulais avoir parmi les projets la mise en place d'un village des solutions, mais plus globalement, dans la projection, c'est quelque part de faire de l'UNO la presqu'île du savoir. Puisque aujourd'hui, vous avez déjà l'université, je vois Madame la Présidente, bonjour, l'université, vous avez le lycée, vous avez les centres de formation, ici, mais également l'IFPSS, le centre de formation de la CMA, etc. Il y a un véritable écosystème de formation et le système éducatif, tout ça rassemblé autour de l'UNO. Je pense qu'il y a peut-être un sujet à creuser là-dessus pour faire de l'UNO la véritable endroit du savoir. Pour le coup, pour le projet de village de solutions, on a souhaité essayer de bénéficier de l'accompagnement de l'AFPA qui est à l'origine de la mise en place en métropole de tous les villages de solutions, sachant que ce qui est pour moi important dans les villages de solutions, c'est la démarche. Il n'y a pas deux villages de solutions qui se ressemblent. C'est-à-dire que le village des solutions de la Nouvelle-Calédonie, c'est nous qui allons l'imaginer. C'est nous, c'est vous, c'est avec tous les partenaires, que ce soit l'écosystème formation, de l'éducation, les associations, les autorités coutumières, tout l'environnement culturel, etc. Tout ça, tout cet écosystème doit penser comment on doit définir le prochain projet autour de la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et c'est tout l'enjeu. Donc, je suis passé il y a quelques mois à Paris, j'ai rencontré la direction de l'AFPA. Nous avons convenu, et je remercie parmi les personnes que j'ai citées tout à l'heure, j'ai oublié de citer l'AFD, qui a financé une partie de cette mission, une grande partie de cette mission, et une petite partie par la Nouvelle-Calédonie. Donc, je salue l'AFD qui est représentée ici ce matin. J'ai rencontré les personnes de l'AFPA. Nous avons défini un cahier des charges, une convention pour pouvoir mener cette mission. Elle a été signée récemment.
On a dû reporter la mission puisqu'elle aurait pu se tenir il y a quelques temps déjà et que la directrice générale, on aurait pu avoir le privilège d'accueillir la directrice générale des villages de solutions de l'AFPA, pardon, en Nouvelle-Calédonie, mais le fait d'avoir décalé les choses, entre-temps, elle a quitté l'AFPA pour d'autres fonctions, mais elle aurait pu venir en Calédonie et elle aurait vraiment voulu venir en Nouvelle-Calédonie. Donc, toute l'idée est de faire en sorte qu'on puisse avoir cette démarche pour la mission. C'est une mission qui a duré assez longtemps puisque ça fait une dizaine de jours qu'ils sont là aujourd'hui. Jusqu'à hier, on était encore en train de continuer à faire les rencontres. On était surprenés hier. Aurélien, il a eu toute la nuit là, pour compenser, pour essayer de préparer une présentation pour ce matin. Mais l'idée est que ce matin, ça va être une première présentation à chaud, une première restitution à chaud de la mission qui a été lancée jusque-là. Ce qui me paraît surtout important, c'est l'échange qu'on va avoir après. Et comme je le disais tout à l'heure, on va se donner un peu de temps pour prendre en compte entre eux ce qui a pu être compilé, ce qui a pu être rassemblé, ce qui a pu être écrit depuis le début de la mission jusqu'à aujourd'hui, l'enrichir des échanges de ce matin. Donc je vous encourage tous et toutes, les uns et les autres, à contribuer, à soulever les choses. Si on doit réinventer, si on doit recréer le système, l'écosystème formation professionnelle, avec une prise en compte de l'ensemble des sensibilités de ce pays, c'est l'occasion ou jamais. Donc voilà comment les choses doivent se dérouler. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne réunion entre nous déjà, et que j'espère que les débats pourront être le plus large possible et le plus riche possible à la suite de la présentation de Aurélien Gauchemont que je vous présente et qui va faire la présentation accompagné de son collègue qui est là. Ils sont deux dans la mission et je laisse la parole à Aurélien. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie avant tout d'être venus ce matin. Après la grande majorité d'entre vous qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer, avec qui on a eu la chance de pouvoir dialoguer pour comprendre le contexte dans lequel cette mission et cette volonté de faire village collectivement s'inscrit. Je remercie évidemment Philippe Martin depuis plusieurs mois qui nous décrypte, qui nous prépare à cette mission. Je remercie aussi CAD et l'OM, le gouvernement qui nous ont également accompagnés avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse et aussi d'intelligence pour comprendre les particularités. Je remercie aussi Alex qui depuis, donc Alex en charge des DOM à l'AFPA, qui depuis au moins 2 ans maintenant déjà a compris que la démarche qui était initiée à l'AFPA, donc des solutions, pouvait aussi intéresser les territoires ultramarins et qui a permis cette approche avec le territoire de Nouvelle-Calédonie. Je remercie évidemment Samuel Nepeoun également pour sa confiance, son ambition et la vision qu'il porte pour le territoire dont on va parler aujourd'hui. Pour commencer, en fait, je voudrais faire un petit aparté de ce qu'on appelle l'effet tunnel quand une personne humaine est mise en situation de stress. Naturellement, on a un phénomène physiologique qui active le système sympathique. Ça fait une poussée d'adrénaline, ça fait augmenter le rythme cardiaque, et puis il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est qu'on a le champ visuel qui se rétrécit pour être complètement concentré sur le danger potentiel. En fait, on a donc un rétrécissement du champ visuel périphérique. En fait, il se passe un peu la même chose pour nos organisations. Lorsqu'elles sont mises, pour notre société, quand elles sont mises en situation de stress, on a un phénomène qui se produit, qui est assez similaire. En fait, on cherche à trouver des solutions rapides, parce qu'en fait, il y a une urgence, parce qu'il y a peut-être un peu de panique aussi. Et ça engrange ce que je vais appeler des réflexes périmétriques et une forme de repli sur soi, parce que, encore une fois, c'est bien naturel, un réflexe de survie, un réflexe
répondre très très vite aux urgences. L'inconvénient, c'est qu'on peut perdre un petit peu de hauteur. Alors, l'être humain est une espèce intelligente. Elle sait s'organiser en petits collectifs, en groupes, qu'on pourrait qualifier de familles, de tribus, de communautés, avec pas mal d'efficacité. Et puis quand on passe à une organisation en société, en fait, on a un phénomène de spécialité forcément qui apparaît. On va se concentrer sur la formation, sur le sport, sur l'aide sociale, sur le développement économique, sur le numérique. Et ça nous donne des fonctions métiers. Et en fait, dans cette situation de crise, dans cette situation de stress, on a ce phénomène de parfois repli sur soi. Et ce qui n'est pas quelque chose, c'est là que je voulais commencer par ça, c'est pas à blâmer, c'est un réflexe naturel. Mais par contre, c'est bien en être conscient. Et donc ça nous fait le fameux fonctionnement en silo. Dans chaque silo, ça fonctionne très bien. Il y a ses propres procédures, ses normes qui s'appliquent, qui permettent un fonctionnement collectif, parce que s'il n'y a pas de règles collectives, on n'y arrive pas. Par contre, des fois, on n'arrive plus à sortir du silo et on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et le privilège qui m'a été confié ici, c'est ce qui m'a été demandé par le gouvernement à l'arrivée, c'est de dire peut-être qu'il y a des choses qui sont sous notre nez qu'on ne voit plus parce qu'on est dedans tout le temps et parce qu'on est dans l'urgence et que quand on se dit on va prendre du recul, on le fait un petit peu, puis très vite on retourne comme un hamster dans la roue et jusqu'à quand, peut-être jusqu'à épuisement. Donc en fait, j'ai pu, accompagné par Alex, faire preuve de naïveté, faire preuve de découverte et d'avoir un regard qui n'est pas en fait pollué par ce quotidien, ce qui est l'inverse quand évidemment je suis en métropole. Donc l'enjeu, si on comprend bien, c'est d'arriver à reconstruire le commun et vraiment se dire comment est-ce que justement on peut sortir de nos silos et se remettre à échanger ensemble. Construire du commun, ça veut dire que, évidemment, on conserve chacun notre activité, chacun nos préoccupations particulières, mais ça fait partie de choses qu'on va vouloir mettre en commun pour essayer de trouver des solutions collectivement, là où tout simplement, individuellement, en solo, en silo. Alors, quand on dit qu'on a sous les yeux, en fait oui, vous avez des solutions sous les yeux, et lorsqu'on a été accueillis à l'EPIF, à Lifou, le matin en prenant notre café, j'ai vu cette photo sur un des bureaux, et puis je me suis dit, voilà, Françoise, si tu nous entends, ça résume parfaitement la démarche dans laquelle on veut s'inscrire. Refaire ensemble, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, va porter ses fruits. Il y a des étapes intermédiaires. Et quand elle cite Henry Ford, alors je ne pensais pas citer Henry Ford, forcément, on connaît les théories du taylorisme, justement, mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas Henry Ford, c'est le fait que Françoise ait choisi cette citation et le sens qu'elle a pour dire qu'effectivement, se réunir, c'est un début. Et aujourd'hui, c'est un début. On se réunit. L'enjeu sera de rester ensemble, de se revoir, peut-être de ritualiser dans des formats qui sont possibles pour atteindre justement la réussite de travailler ensemble. Et donc ce slogan, cette ligne de conduite qui est coopérer pour réussir là où individuellement nous ne sommes pas capables de le faire collectivement. Introduction un peu longue, alors qu'on m'a demandé de faire court, j'en suis désolé. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la suite. Le village des solutions, c'est effectivement une idée qui est née en métropole et à l'AFPA, et c'est fondamentalement une idée qui est le croisement entre Pascal Dartois, ancienne directrice générale de l'AFPA, qui avait 30 ans d'expertise et d'expérience dans le milieu de la formation professionnelle, et puis moi qui avais monté un tiers-lieu à Bordeaux qui s'appelle Darwin, avec des collègues, évidemment, et là encore un membre de l'équipe. Et en fait, on se dit, sur chaque territoire, on a besoin d'avoir des collectifs qui se coordonnent pour apporter des solutions aux différentes problématiques du public, des entreprises, et in fine, du territoire, sur le sujet de l'emploi. Et à ça, en fait, c'est pas un copier-coller, c'est pas
un truc qu'on apporte comme ça. C'est par contre des principes essentiels qui sont à respecter. Le premier d'entre eux, c'est pas un principe, c'est plutôt une valeur en fait, et c'est quelque chose qui a rassemblé les différents acteurs qu'on a rassemblés autour du village. Vous aurez peut-être à définir, c'est pas peut-être, certainement même à définir vos propres valeurs qui vous rassemblent, plutôt que de regarder ce qui vous sépare ou ce qui vous met en tension les uns avec les autres. La nôtre, c'était l'accueil inconditionnel. Toute personne a le droit d'être écoutée, accueillie et surtout accompagnée dans un parcours qui lui correspond, qui est individualisé. La deuxième, c'est l'ancrage territorial. On ne fait pas des choses d'en haut pour les déployer. Les partenariats, ça se développe grâce à de l'interpersonnel, de la confiance et donc en proximité. Donc le village des solutions, si tant est que ce soit une démarche nationale, c'est surtout une mise en application locale et qui n'hérite d'un réseau que de certains principes. C'est pas un guichet unique, je suis désolé. Je suis désolé parce que en début de mission, on a beaucoup parlé de guichet unique. C'est pas un guichet unique, les guichets uniques, ça fait 30 ans qu'on essaye d'en faire, il y a 30 ans que ça marche pas, parce que tout le monde est d'accord pour faire le guichet unique, à condition que ce soit unique. Donc on va essayer de ne pas produire cette erreur-là. Et par contre, c'est des lieux de commun dans lesquels on va avoir plusieurs guichets au même endroit, et des guichets qui se coordonnent. Et puis, c'est un principe d'action extrêmement important, c'est agir en consortium, c'est-à-dire qu'on co-produit les choses, on les co-conçoit, et on les co-pilote. Et c'est pas de l'intelligence artificielle. Je reviendrai sur ces 4 principes. Pour celles et ceux qu'on a eu l'occasion de rencontrer, vous connaissez ce schéma, puisque c'est celui avec lequel je me suis présenté, nous sommes présentés à vous. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais simplement illustrer et rappeler que dans ces grands blocs, on a différentes typologies de partenaires qu'on réunit autour d'une même volonté. Et donc vous allez avoir des partenaires autour du sujet de l'emploi, de l'insertion professionnelle, donc des partenaires des prestations de formation, des prestations sur les parcours de jeunesse, sur la préparation des parcours, et des formations et des prestations sur l'emploi et l'insertion dans l'emploi. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et donc on a décidé de faire rentrer dans cet écosystème, dans cette communauté locale, dans ce conseil de village, c'est comme ça qu'on l'a appelé, vous l'appellerez si vous y allez comme vous voulez, d'autres aspects qui permettent à la fois de lever les freins qui empêchent les personnes. Et je reviendrai sur ce terme d'empêcher. Inclusion, mobilité, parentalité, santé, logement. Ça, c'est ce que nous, on a défini comme base par rapport à un label qu'on a mis en place. Il faudra que vous définissiez aussi quelles sont vos priorités. Il faudra les définir collectivement. Ce ne sera pas forcément les mêmes. Là, c'est simplement un retour d'expérience que je vous fais sur la manière dont on a travaillé ça en métropole. Avec tout un tas d'actions également qu'on peut compléter. Au-delà de ce qui empêche, il y a aussi ce qui épanouit et ce qui émancipe. Et en ce sens, ce qui rassemble. En ce sens, le sport, l'action citoyenne, la culture sont des facteurs assez essentiels. Je ne l'ai pas mis parce que ce n'était pas dans ma vision originelle, mais j'ai découvert aussi ici que la question de la spiritualité a une très grande importance et fait partie inhérente du mode d'organisation sociale ici, de la culture. Évidemment, vous avez aussi vos traditions coutumières. Voilà, donc ça sera des périmètres à redéfinir par an. Nous, on l'a fait comme ça, mais à chacun de faire le sien. Donc cette mission, elle avait pour vocation de comprendre et d'apprendre. Donc, comme de la coutume, on est forcément arrivé avec beaucoup d'humilité et cette volonté de comprendre et d'apprendre. Partant du principe, Alex connaissait un petit peu mieux que moi, parce que ça fait des années qu'il vient, et moi c'était la première fois que je foulais le sol calédonien, et du coup, j'avais besoin d'apprendre. Et j'ai appris. Mais je ne connais toujours rien. Et par contre, par rapport à une semaine, le gap est assez conséquent. Évidemment, j'ai été séduit par ce que j'ai pu y voir, et j'ai été séduit par les dynamiques coopératives, les dynamiques d'entraide naturelles qui existent.
tissu associatif extrêmement développé. On m'a rappelé à plusieurs reprises que c'était le deuxième en nombre d'associations par habitant après l'Île-de-France. Je pense que ça, c'est une fierté du tissu associatif local qui est assez forte. Au-delà de ça, c'est ces principes solidaires qui fonctionnent même en dehors d'associations, à travers le mouvement. Et par exemple, la rencontre avec Tchédine, en tout cas, ce qui parle beaucoup plus que l'association, Hachi, j'essaie de le faire aux prononciations. Mais voilà, on part vraiment d'un principe où on essaie de trouver les objectifs communs partagés, de valoriser l'existant, de trouver les innovations locales qui arrivent et de faire des recommandations pour les booster et pas d'en créer des nouvelles. C'est pas un nouveau truc qu'on crée, ce qu'on va faire, c'est essayer de connecter, d'adapter la méthode au niveau local. C'était les grands blocs de la mission, je vous les passe. C'est pas forcément le plus intéressant pour rattraper le temps perdu et essayer d'avancer. La première question qui m'a été posée, ça a été comment on a une réflexion sur les organismes de formation sur le territoire. Et accessoirement, comment est-ce qu'ils répondent aux attentes sociales, donc les publics, les gens, et comme soulignait Samuel Nepéoun, les jeunes en particulier, parce que c'est une cible prioritaire. Et puis comment ça répond aussi aux attentes économiques, c'est-à-dire au monde de l'entreprise. Historiquement, c'est effectivement le rôle des organismes de formation professionnels, tout au long de la vie, de faire le lien entre ces deux attentes. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Et ça ne marche plus, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça ne marche plus. Vous êtes assez concerné pour savoir que ben voilà, ça a pété, donc ça ne marche pas. Donc, juste, donc comment on fait autrement, en fait? Comment est-ce que, sur ce point de vue-là, on fait ça? Et en fait, au fur et à mesure des échanges, qu'on a souhaité très diversifier avec des entreprises, avec des associations aussi, avec des organismes de formation, bien entendu, on a changé la mission. On a changé la mission et on s'est dit, on va plutôt passer à essayer de comprendre c'est quoi les attentes de la jeunesse, des publics, et c'est quoi les attentes des entreprises. Alors évidemment, en 10 jours, pas beaucoup d'échanges directs, mais par contre, de pouvoir parler avec des personnes qui les représentent ou savent en parler. Et c'est à ça qu'on s'est attaché. Et donc, je vais commencer par les attentes économiques parce que je crois qu'il n'y a pas de doute, la question de l'emploi, la question du développement économique est une ultra-priorité pour tous, pour toutes. Et donc, certains constats, en discutant avec des représentants des entreprises, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs attentes, évidemment. Des difficultés à évaluer leurs besoins en formation, leurs besoins en compétences à moyen et à long terme, parce que déjà une difficulté à savoir quelle va être l'activité économique. Également, un manque de stabilité des RH, on dit, on a l'impression qu'il y a un désalignement culturel entre ce que veulent les personnes qui viennent travailler et ce que nous, en tant que chef d'entreprise, on veut, et on n'a pas les mêmes calendriers, on n'a pas les mêmes manières de percevoir le travail. Donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une meilleure perception partagée et commune du travail? Des fois aussi le sentiment que sur le sujet de la formation, les modalités pédagogiques sont subies, qu'il faut se plier aux modalités pédagogiques et aux normes éventuellement qui sont posées par les organismes de formation, et que c'est pas l'inverse, alors que certains entrepreneurs nous disent bah, pourtant c'est nous les clients, et donc on aimerait bien que le client soit roi. En tout cas soit mieux pris en compte. Donc il y a vraiment une volonté de ce point de vue-là de dire il faut qu'on fasse évoluer les modalités pédagogiques. Ce qu'on attend des organismes de formation, c'est l'innovation pédagogique pour justement que ça colle mieux à nos besoins, à nos contraintes. Également, dans le même ordre un peu, c'est de dire on a besoin de parler à des humains et pas à des normes, ou à des procédures ou à des réglementations. On a besoin de retrouver une sécurité relationnelle. Et puis, bon, voilà, c'est un peu ça. Ils sont prêts, alors ça c'était une question un peu piège, quand je la posais, c'était est-ce que vous êtes vraiment prêts à vous engager sur le recrutement inclusif? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à vous engager avec des personnes, et des jeunes en particulier, qui sont éloignés de l'emploi, et qui potentiellement, disons-le, n'ont pas forcément les mêmes codes culturels
que ce que l'entreprise du modèle occidental attend. Ben, nous disent oui. Donc voilà, c'est juste le petit retour que je vous fais. Et puis, ils disent par contre, voilà, on a des préparations qui sont opérationnelles à l'emploi, on a le développement de compétences techniques, de compétences métiers, et ce qu'on attend, c'est aussi une préparation culturelle à l'emploi. Et ça, c'est des sujets dont on pourra débattre tout à l'heure. Côté des attentes sociales, les jeunes ont voilà, une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des institutions, de la société, des entreprises, et face à un système qu'on sent qui ne permet plus la promotion sociale. Des empêchements au niveau de la santé, une forme de souffrance psychologique, des addictions, des violences intrafamiliales. Je le mets dans les attentes sociales et pas dans les attentes économiques parce que le sujet, je pense que les premiers à souffrir de ces questions d'addiction, ce sont effectivement les personnes. Des empêchements qui sont liés aux difficultés alors à se loger d'une part, et alors la mobilité, c'est le sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde dit qu'il y a un gros problème de mobilité et que ça empêche effectivement d'accéder à des parcours de formation, de l'emploi. Le sentiment d'être baladé un peu d'un guichet à un autre. On va quelque part, on dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah mais en fait c'est pas ici, c'est ailleurs. Et quand on couple ça avec les problématiques de mobilité, bah, on arrive à une défiance effectivement. En fait, au bout de 2 fois, on a eu le phénomène de la deuxième porte qui a été évoqué. On peut se prendre une porte une fois, mais pas 2 fois. La deuxième fois qu'on prend une porte, la confiance est durablement abîmée. Ça c'est surtout le monde associatif qui nous l'a dit. En fait, on a des reconnaissances des compétences qui sont faites par des certifications sur les compétences métiers, compétences professionnelles. Mais nous, dans nos communautés, dans notre vie, en fait, on développe des compétences aussi, et elles ne sont pas suffisamment reconnues. Donc, une volonté d'avoir une forme de validation des acquis d'expérience de la vie, et pas simplement des expériences professionnelles, qui sert aussi à rebâtir de la confiance. Le manque de proximité, enfin, des services. Il faut aller vers les publics, il ne faut pas demander au public de venir vers nous. Et c'est ce qui nous a fait avec les équipes du gouvernement et de la DTEFP évoluer sur ce qu'on attendait d'un village des solutions. C'était peut-être plutôt un réseau de lieux de proximité qu'un lieu central auquel on doit se rendre. Je crois que je suis en train de manger le chrono, donc non, pas trop, c'est ça. Voilà, donc je remercie l'ON qui nous a permis de rentrer en contact avec la 4 jeunes qui sont venus ici. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici. On s'est raté à un quart d'heure près l'autre jour, un peu la faute de la pluie qui avait pas permis qu'on se rencontre juste quand il fallait. Mais votre parole, et cette parole, je pense, doit être entendue en expression directe plus souvent. C'est pas partie forcément des préconisations en sortie de mission. Et merci Loïc d'avoir fait la synthèse dans ce SMS que tu m'as envoyé pour me dire justement ces différentes demandes. Donc je me permets de les lire parce que il faut entendre les paroles. Donc pour ouvrir la maison de quartier et avoir des gens motivés pour nous accueillir. Pas de discrimination pour bénéficier des services dans les maisons de quartier. Vous pourrez peut-être tout à l'heure nous préciser ce que vous entendez par là. Des maisons de quartier, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'elles nous aident à rédiger des CV, des lettres de motivation, avec l'appui d'une personne, un appui humain. Nous mettre à disposition plus d'informations. Pour nos parcours, on ne veut pas juste être mis dans un parcours, on veut être accompagné tout au long du parcours et on veut être coaché. On parlait des modalités pédagogiques, on voit la ligne qui est en tout cas exprimée. En gros, arrêter de nous faire venir au centre-ville, délocaliser les services, mettre-les en proximité. De l'aide aussi pour trouver nos stages, parce que de base, on n'a pas la bonne tête. Je reprends une extension du propos. Et il faut des institutions qui se coordonnent mieux. On nous fait courir à droite, à gauche. C'est pas à nous de nous coordonner pour pallier un
monopolisation des services, c'est l'inverse qui est attendu. Et donc en fait, si on change notre réflexion et qu'on met les attentes des jeunes et les attentes des entreprises au cœur, qu'on commence par là, en fait, la question qui se pose derrière, c'est de quelle manière est-ce qu'on arrive à coordonner un écosystème pour répondre à ces attentes. Et donc c'est ce changement de paradigme, en fait, le VH des solutions. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on a un écosystème qui est constitué, évidemment, des organismes de formation, avec cette connaissance pédagogique extrêmement importante. La pédagogie, c'est l'art de transmettre et de surtout faire progresser en compétences. Mais également, comment est-ce qu'on a un tissu associatif extrêmement riche, extrêmement actif, qui est aujourd'hui probablement le dernier rempart, et le dernier lien, le dernier ciment, à ce que la société puisse continuer à tenir, à ce que ces jeunes ne se sentent pas perdus grâce à des organisations spontanées dans les quartiers, dans les tribus et dans les différents territoires. Et puis évidemment, les offres de services proposées par les institutions, les collectivités publiques, les autorités coutumières également. Comment est-ce que tout ça se coordonne? Pas facile. Juste ça, je passe vite dessus, c'est la liste des structures qu'on a pu rencontrer en 10 jours. Ça fait un peu beaucoup. Donc, vous comprenez aussi qu'on a la tête un peu comme une pastèque. Et que la synthèse est un peu difficile et qu'aujourd'hui, il faudra forcément effectivement quelques semaines pour restituer tout ça. Mais on a essayé justement d'avoir une représentation de cette diversité d'acteurs et cette diversité dans l'écosystème, dans toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Donc, ce qu'on va faire en sortant, c'est proposer une méthode, en fait, une action. Parce que pour vous, là, vous vous dites, c'est peut-être un peu flou. Alors, si ça vous semble flou, c'est normal. C'est normal parce que si c'était pas flou, ça voudrait dire que je vous propose exactement ce qu'il faut faire. Et c'est pas le but. Le but, c'est, je vous ai dit, faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé, mais surtout vous proposer un peu une méthode pour y arriver. Et en fait, c'est pas un énième plan, le village des solutions. Le village des solutions, c'est plutôt une idée, c'est plutôt un mouvement peut-être, c'est une philosophie d'action. Et donc il va falloir que ça s'incarne, que ça ne soit pas flou, que ça devienne concret. Donc c'est important de repartir de vos valeurs. Moi, ce que je vous propose, c'est de repartir de ce que je vous ai montré au début. On a parlé d'ancrage territorial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va choisir des territoires d'expérimentation. Pas un seul. Dans le sens, il en faut 5. Il faut que les 3 provinces soient couvertes. Il faut qu'on ait toutes les typologies de territoire. Et donc, l'idée, c'est d'agir au niveau local. C'est pas d'agir au niveau global. Parce qu'agir au niveau global, ça veut dire avoir une vision qui est descendante. Agir au niveau local, ça veut dire expérimenter, regrouper, montrer que ça marche, mettre la lumière dessus et réitérer. Et capitaliser sur ce qui s'est fait et réitérer. Concrètement, quand on se met sur un territoire, on commence par cartographier toutes les parties prenantes. C'est ce qu'on a commencé à faire pendant cette mission. Des données plus conséquentes que la simple liste que je vous ai montrée ont été collectées sur les structures, sur les contacts, sur les liens, sur les entretiens qui ont été faits, sur des lieux aussi qui sont des lieux de référence déjà existants. On n'a pas besoin d'aller créer un nouveau lieu, il y a déjà des lieux qui existent. Il faudra peut-être les booster un petit peu, mais ils existent déjà. Et en fait, c'est inviter et rassembler localement. Parce que à Nouméa, ça ne se fera pas pareil qu'à Lifou, ça ne se fera pas pareil qu'à Koné, ou qu'à Loraï. Localement définir une charte de fonctionnement commune. C'était Laurent Cassier qui disait on a besoin d'une charte de fonctionnement commune. Et en fait, c'est là que ça devient un petit peu technique, mais important. Il faut qu'on décompose l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour répondre aux attentes. Et là, je vais simplement me focaliser sur les attentes des publics. Et en fait, si on écoute ce que nous ont dit les uns et les autres, je vois 7 grandes étapes, 7 grands modules. Et sur chacun de ces modules, on va se poser la question de qui sont les acteurs de mon écosystème local qui sont capables d'avoir un impact sur ce besoin-là. Le premier, c'est connecter. Recréer le contact. Connecter dans un climat
Je vais citer ce qu'on nous a dit à Village Jeune, c'est de non-défiance. C'est pas de confiance tout de suite, c'est de la non-défiance, déjà venir une fois, deux fois, trois fois, avec une forme de non-défiance pour ensuite pouvoir créer la confiance nécessaire pour envisager autre chose. Et ça, ce premier contact, ça a une valeur. Donc les acteurs sur le territoire, les lieux sur le territoire qui permettent de faire ça, il faut qu'ils soient intégrés dans cette volonté de construire des parcours. Le deuxième, c'est de sécuriser, évidemment. Pyramide de Maslow, on sécurise d'abord nos besoins primaires. Et si on a des besoins primaires, du type de santé, par exemple, alimentaire, il faut les combler. On commence par ça. Si c'est un problème de logement sur quelqu'un qui est à la rue, il faut commencer par ça. Si on a un problème de violence sur une femme victime de violence, il faut commencer par ça. Ça ne sert à rien de commencer à parler des compétences qu'on a besoin pour faire un métier, si on n'a pas résolu ces problèmes. Ensuite, il faut mobiliser. Arriver, une fois qu'on est stabilisé, sécurisé sur ces bases, à se dire comment on se remotive pour donner un sens à la recherche de parcours. C'est déjà donner un sens au fait de dire quel sens ça a le travail. Et là, sur ce sujet-là, la perception du mot travail, pas du tout la même entre des jeunes, dans des traditions coutumières aussi, où il y a des systèmes d'organisation sociale à l'intérieur de la tribu qui permettent par exemple d'avoir un statut social, qui n'est pas acquis forcément par le monde du travail. Et là, on a besoin que les entreprises et les jeunes fassent un pas vers l'autre, l'un vers l'autre, puissent échanger sereinement au sein d'un débat, un débat de société, en tout cas un débat autour du sujet du travail. Et puis découvrir, appréhender ce monde du travail en découvrant des métiers, mais un peu plus que ça, en rencontrant des entreprises, en rencontrant des entrepreneurs, en fait. Parce qu'in fine, c'est aussi avec qui je veux travailler. Et je sais qu'à la fin, on parle souvent de découverte des métiers. Moi, je milite pour qu'on dise la découverte des entrepreneurs et des entreprises, parce que c'est ce lien humain qui, à un moment donné, peut m'inspirer de nous. Et ensuite, consolider ce choix, s'orienter, choisir une trajectoire, choisir un métier, en fonction de deux critères essentiels. D'abord, c'est l'appétence, mais aussi les débouchés. Parce que ça n'a rien de se former pendant 3 ans, si à la fin, il n'y a pas de débouché, ça peut nous créer que de la frustration. Donc, bien avoir ces deux choses-là. Et après, on peut penser à se former. Et c'est pour ça que je disais que la question de la formation professionnelle n'est pas au centre du débat. Elle est une étape, et dont les organismes de formation eux-mêmes disent que toutes ces étapes-là, auparavant n'étant pas réalisées de manière officielle, elles le sont officieusement, leur posent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Et donc en fait, c'est bien là qu'on a besoin d'avoir tout un village pour être capable de répondre à ça. Et puis enfin, travailler, je l'appelle vivre une nouvelle expérience professionnelle, parce que on n'en a pas parlé, mais ça concerne évidemment aussi l'ensemble des publics qui sont en reconversion. Et c'est pas simplement sur des primo-accédants à l'emploi. Donc sur ces 7 étapes, chacun des acteurs, au niveau de chaque territoire, doit pouvoir se positionner et indiquer où est-ce que j'ai une potentielle valeur ajoutée. Et c'est là que des associations, des tiers-lieux, des clubs sportifs, des lieux de culte, etc., qui appellent limite, pourront être mobilisés et surtout trouver leur place. Et pour que ce ne soit pas Yaka Faucon, et bien en fait, parce que la coopération, c'est pas quelque chose de naturel. La coopération, si on ne la force pas, elle ne se fait pas en fait. Les fourmis savent très bien faire ça. Individuellement, elles ne sont pas forcément très intelligentes. Collectivement, elles le font bien. Nous, les êtres humains, c'est l'inverse. Donc en fait, on a besoin que notre système nous contraigne un petit peu. Et donc, dans le cadre justement de la problématique de l'emploi, de la formation professionnelle, mais aussi de la jeunesse, il y a la préconisation et la création d'un financement dédié pour des expérimentations territoriales dans lesquelles un appel de manifestation d'intérêt sera fait et avec une exigence d'un positionnement en consortium. Ça ne peut pas être un acteur qui répond tout seul. Avec un consortium qui mêle obligatoirement
des services publics, des collectivités, des autorités coutumières, des entreprises, des organismes de formation et des associations, qui identifient des lieux existants, on ne va pas créer un lieu, des lieux existants qui sont des tiers-lieux. Je rappelle la définition d'un tiers-lieu, c'est un lieu de sociabilité. Un lieu de sociabilité, c'est simplement un lieu où les gens se retrouvent naturellement et spontanément. Et des fois, c'est la rue. Hein. Des fois, c'est la rue. Bon, sauf quand il pleut, on n'arrive pas à se retrouver quand il pleut. Mais c'est bien l'illustration que ça peut être ça aussi. Une autre obligation que je préconise, c'est... alors, d'abord, il y avait de proposer justement des parcours qui sont individualisés, ce qui va demander des modalités pédagogiques coordonnées entre différents acteurs. Et donc, une ingénierie pédagogique, un vrai travail d'innovation pédagogique, parce qu'il va falloir coordonner différents acteurs. Je reviens sur le ici, pardon. Comment est-ce que chaque carte peut être activée pour qu'on ait des parcours qui se fassent sans rupture, sans temps mort, pour que les personnes ne soient jamais seules. Également, autre chose, et ça c'est une démarche plus compliquée, dans la conception et dans le pilotage de ces projets, les jeunes doivent être impliqués dans la conception et dans le pilotage. Donc avant qu'il dépose une candidature, les jeunes doivent être impliqués. Et évidemment, quand dans le pilotage, ils doivent être impliqués via des représentations à imaginer. Et les entreprises également doivent être impliquées. Faisons de la conception de ces projets-là déjà un premier lieu de rencontre entre les jeunes et les entreprises. Et puis évidemment, ce qu'on demandera particulièrement, c'est la prise en compte des spécificités des publics cibles, et notamment des spécificités coutumières dans la production de ces dispositifs collectifs et dans la pédagogie des actions qui seront proposées. Alors donc voilà, ça c'était pour incarner le principe agir en consortium. J'en ai terminé. Vous avez compris que le village des solutions, c'est avant tout une histoire qui est à écrire et à vivre localement et collectivement. Voilà, c'est les deux mots-clés, localement et collectivement. Et que chacun de ces projets, finalement, qui s'incarnera sur un lieu, sur un territoire, rejoindra ainsi en fait un réseau de déjà 100 000 lieux, de villages de solutions qui ont été développés en métropole, et que finalement la suite, essentiellement, c'est potentiellement un accompagnement, en tout cas au moins à distance, et puis avec, j'espère, le plaisir de pouvoir revenir vous voir évidemment, mais c'est surtout rejoindre un réseau qui déjà fonctionne en mode entraide, avec pas mal d'aspects d'outils, de méthodologies, que je serai évidemment ravi de partager avec tout le territoire calédonien. Je vous remercie.